De nouvelles révélations explosives dans le procès sur l'assassinat du président Jovenel Moïse. Ceux qui ont participé au crime ont fait des aveux. Des hommes au cœur du complot, un ancien sénateur, un homme d'affaires, un mercenaire, prennent la parole. Et ce qu'ils racontent est troublant. Disent-ils la vérité? Qui contrôlait vraiment cette opération d'assassinat du président? Ces témoignages pourraient changer le cours du procès. Et surtout, ils nous permettent enfin de comprendre et de reconstituer les coulisses du complot. Avant d'entrer dans les détails des révélations explosives des aveux de ceux qui ont participé au complot, à savoir l'ancien sénateur John Joel Joseph, l'homme d'affaires Rodolphe Jarre et le mercenaire colombien Mario Antonio Palacios, je dois d'abord faire un bref rappel de ce qu'on a déjà dit ici de ce procès pour vous permettre de comprendre la suite. Dans la première vidéo, on a exploré certains faits. Le témoignage d'un membre du commando colombien Edwin Andrés Blanquisset, qui estime que les mercenaires colombiens ont été piégés car, à leur arrivée sur les lieux, Jovenel Moïse aurait déjà été tué. On avait exploré aussi les témoignages du médecin légiste qui a examiné le cadavre du président et qui avait indiqué que l'autopsie a été réalisée 3 jours après le crime. On ne sait pas où était le corps entre-temps. Des gens auraient-ils caché le corps du président pour effacer les traces et indices? On avait aussi parlé du témoignage de l'agent du FBI dépêché sur place après l'assassinat du président et surtout, on a exploré le témoignage de Martine Moïse, témoin clé de cette affaire, parce que l'accusation portée par les procureurs américains repose en partie sur le témoignage de l'ancienne première dame qui accuse le commando colombien d'avoir exécuté le président. Elle a détaillé au procès les événements survenus cette nuit fatidique du 7 juillet 2021, mais la défense a remis en cause son récit en exploitant ce qui apparaît à leurs yeux comme des incohérences. Dans ses premières déclarations, l'ex-première dame avait expliqué qu'elle et son mari se sont cachés sous le lit. Mais devant le tribunal, elle nuance. Elle dit qu'elle n'était pas complètement sous le lit parce que le lit était trop bas. En effet, des photos de la chambre ont été présentées au procès, montrant un lit relativement bas. La défense s'en sert pour contester le récit de Martine Moïse. La défense a aussi insisté sur sa position au sol pour semer le doute sur ce qu'elle pouvait vraiment voir. Pouvait-elle voir ceux qui exécutaient son mari? Combien ils étaient? Ce qu'ils faisaient exactement? La défense ne cherche pas forcément à prouver que Martine Moïse ment, mais plutôt qu'elle peut se tromper. Et dans un procès comme celui-ci, ce doute peut suffire à fragiliser toute une version des faits. Leur logique est simple. Si elle se trompe sur un élément aussi concret, elle peut aussi se tromper sur le reste. Un dernier point avant d'attaquer les nouveaux témoignages clés. Pendant le procès, plusieurs témoignages indiquent que Martine Moïse a été hospitalisée à Miami sous différents pseudonymes. Un détail qui peut surprendre, mais qui s'explique très probablement par des mesures de sécurité. Dans le contexte de danger où elle se trouvait, ce n'est pas du tout suspect en soi. C'est peut-être une mesure de sécurité pour protéger son identité, éviter qu'on la localise pour éventuellement tenter de l'assassiner. Maintenant, abordons les nouveaux témoignages clés de ce procès qui apportent de nouveaux éléments qui risquent de changer la lecture de cette affaire. Tout d'abord, il convient de situer chaque personnage impliqué dans cet assassinat. Cela vous permettra de bien savoir de qui on parle quand on évoquera quelqu'un. Qui est qui dans le complot contre Jovenel Moïse? Pour bien comprendre cette affaire, il faut identifier les différents personnages impliqués et leur rôle. Il y a d'abord les organisateurs du complot basés en Floride. Ce sont eux qui planifient et financent l'opération. On retrouve dans ce groupe Antonio Entriago, Arcangel Pretel Ortiz, ancien informateur du FBI. Il dirige la société CTU Security basée en Floride. C'est la société qui a recruté les Colombiens. Il y a aussi parmi les organisateurs Walter Ventimiglia qui aurait financé le complot. Il y a ensuite les intermédiaires. Ils font le lien entre tous les acteurs. Dans ce rôle, on retrouve James Solage, coordinateur de l'opération sur le terrain en Haïti. Il travaille pour la société CTU, personnage très important de l'affaire. Il y a aussi Joseph Vincent qui est connecté au réseau américain et haïtien. C'est un ancien informateur de la DIA. Il a déjà plaidé coupable. Il y a ensuite comme intermédiaire Joseph Félix Badio, personnage clé côté haïtien. Il est avec James Solage, les personnages clés du complot. Vous allez comprendre un peu plus loin.
On retrouve ensuite le groupe des soutiens financiers et facilitateurs. Ce sont eux qui financent l'opération, hébergent le commando ou aident à l'organisation. Dans ce groupe, on retrouve l'homme d'affaires Rodolphe Jarre qui finance une partie de l'opération et accueille chez lui les réunions. Il y a aussi dans ce groupe John Joel Joseph, l'ancien sénateur. Il est impliqué dans la phase politique du projet. Dans le quatrième groupe, on retrouve le prétendant successeur du président Jovenel Moïse. Il s'agit de Christian Emmanuel Sanon, présenté comme futur président, mais qui sera progressivement écarté du projet. Ensuite, il y a les exécutants, ceux qui passent à l'action. Ce sont les commandos colombiens composés d'anciens militaires recrutés pour l'opération. Enfin, il y a les témoins clés. Ce sont ceux qui témoignent aujourd'hui au procès. Il s'agit de Martine Moïse, John Joel Joseph, Rodolphe Jarre, Joseph Vincent. Et si on part du principe que tous ces gens ne seraient que des exécutants, il faut donc ajouter un dernier groupe composé du ou des cerveaux du crime. Les commanditaires, celui ou ceux qui seraient tout en haut de la pyramide. Pour rappel, ceux qui sont jugés actuellement au procès de Floride sont 4 hommes. Il s'agit de Joseph Solage, Arcangel Pretel Ortiz, Antonio Entreago et Walter Vantemilla. Un 5e accusé, Christian Emmanuel Sanon, sera jugé séparément pour des raisons de santé. Maintenant, abordons les témoignages de Rodolphe Jarre et Antonio Palacios qui vont complètement changer la lecture de l'affaire. Jarre révèle avoir investi plus de 150 000 $ dans le complot. Il a fourni des armes, le lieu de réunion avant l'attaque et d'autres matériels. Il affirme aussi avoir payé 80 000 $ à l'unité de sécurité présidentielle, l'USGPN, et 30 000 $ à une autre unité, le groupe Katim, soit 110 000 $ de pots de vin avec pour objectif neutraliser la sécurité du président. Alors pourquoi Rodolphe Jarre a-t-il accepté de financer ce complot? Jarre avait été recruté par Félix Badiou. Il dit qu'il a été manipulé et qu'on ne lui aurait jamais dit que le président allait être tué. Badiou lui aurait promis qu'il pourrait de nouveau rentrer aux États-Unis s'il participait à ce projet et lui demandait environ 300 000 $. Il lui a finalement donné 10 000 $. Il faut savoir que Rodolphe Jarre a été condamné en 2013 aux États-Unis pour trafic de drogue. Il avait plaidé coupable et bénéficié d'une réduction de peine. Après sa libération en 2016, il a été expulsé en Haïti. Sa condamnation rendait très difficile son retour sur le territoire américain. Donc pour lui, la promesse de retourner aux États-Unis a été déterminante. On lui a aussi promis une protection contre les gangs et des opportunités économiques avec le nouveau gouvernement qui prendrait le pouvoir après la destitution de Jovenel Moïse. Il aurait donc été trompé. James Solage se présente à lui comme un représentant du gouvernement américain. Il rencontre également Joseph Vincent qui se présente comme un représentant du département d'État. Pour rappel, Joseph Vincent, haïtiano-américain, a aussi plaidé coupable. Rodolphe Jarre a fourni plusieurs armes aux commandos colombiens. La dernière réunion avant l'attaque a lieu chez sa mère à la Boule dans la nuit du 6 juillet, quelques heures avant l'attaque. La maison de sa mère se trouve à 10 minutes de voiture de la résidence de Jovenel Moïse, ce qui était très pratique pour mener l'opération. Dans son témoignage, Rodolphe Jarre a sérieusement mis à mal le principal argument de la défense qui consiste à dire que le président était déjà mort quand le commando est arrivé sur les lieux. Jarre rejette cette version et déclare qu'après le meurtre du président, on lui a demandé de contacter la presse internationale pour dire que les accusés n'avaient rien à voir avec l'assassinat du président et que le président était déjà mort lorsque les Colombiens sont arrivés. Un autre témoignage clé est celui d'un membre du commando colombien, Mario Antonio Palacios, qui lui aussi a plaidé coupable et risque la prison à vie. Il coopère avec la justice en vue d'une réduction de peine. Palacios indique qu'il faisait partie d'une unité d'élite appelée Delta Team chargée d'entrer dans la chambre du président et de le tuer. Mais il affirme avoir appris la mission d'assassinat au dernier moment. Un élément important, Palacios déclare qu'un fusil AR-15 a été remis aux membres de son équipe Delta chargée d'entrer dans la chambre du président pour l'assassiner. Et ce fusil AR-15 fait partie des armes fournies par l'homme d'affaires Rodolphe Jarre. Antonio Palacios et Rodolphe Jarre désignent James Solage comme le boss, celui qui donne l'ordre d'attaquer. Au départ, l'opération devait être effectuée par un groupe armé en Haïti, déclare Palacios. Et comme ils ne répondent pas au téléphone, ils nous ont donné l'ordre. Nous avons dû faire le travail qu'ils allaient faire, témoigne le mercenaire colombien.
Selon Rodolphe Jarre, après les heures qui ont suivi l'assassinat du président, Félix Badiou, qui coordonnait les opérations, ne répond plus au téléphone. Il a refusé les demandes des autres membres du complot de faire venir la juge Wendell Cocktailo au Palais national pour sa prestation de serment, conformément à ce qui a été décidé. Selon Rodolphe Jarre, James Solage a annoncé aux Colombiens réunis avant l'attaque qu'il y avait eu un changement dans l'opération et qu'il s'agissait désormais d'une opération de la CIA. Jarre, qui dit avoir été sous le choc en entendant cela, aurait demandé à Solage ce que cela voulait dire. Il lui aurait répondu « Nous allons entrer, tuer le président, puis nous repartirons ». Palacios indique qu'on lui avait promis un salaire de 2 500 $ et une prime de 300 000 $ qui n'ont jamais été versés. Il explique les raisons pour lesquelles il a accepté. On lui avait fait croire que Jovenel Moïse n'était plus légalement président et qu'il abusait des enfants dans sa maison et vendait leurs organes et qu'il devait fouiller la maison à la recherche de preuves. Il a reconnu avoir agi par cupidité, espérant gagner la prime de 300 000 $. En larmes, Palacios dit regretter ce qui s'est passé et espère obtenir une réduction de peine. Ce complot ne repose pas seulement sur la violence, mais aussi sur le mensonge, des identités inventées, des promesses d'argent irréalistes, des versions qui changent en permanence, au point que même ceux qui y participent ne savent plus vraiment ce qu'ils font. Ces témoignages confirment les messages et les SMS que les accusés se sont échangés entre eux avant, pendant et après le crime. Les procureurs ont dévoilé une masse impressionnante de preuves. Une spécialiste de l'analyse de données et du renseignement du FBI est venue témoigner à la barre pour expliquer aux jurés le contenu des messages envoyés par les accusés avant, pendant et après l'assassinat du président. Et là, on apprend des choses intéressantes. Cette analyste est chargé d'analyser 900 pages d'informations obtenues à partir de plus de 8000 gigaoctets de données provenant de plus de 100 téléphones portables et ordinateurs utilisés par les accusés. Ces appareils ont été saisis aux États-Unis, en Haïti et en Colombie. Et ce que révèlent ces échanges, c'est un complot beaucoup plus chaotique qu'il n'y paraît. D'abord, on découvre que l'opération n'était pas aussi claire qu'on le pensait. Il y a eu plusieurs tentatives pour renverser le président Jovenel Moïse, au moins 3 tentatives, des plans modifiés au dernier moment et surtout des participants qui ne semblaient pas tous savoir exactement ce qui allait se passer. Le premier projet consistait au départ à arrêter et destituer Jovenel Moïse. Pour cela, il y avait un mandat signé par un juge, mais ce projet a été abandonné. Il y avait un autre plan qui visait à enlever le président et le forcer à monter dans un avion et l'exiler. Ce plan est abandonné après le retour de Jovenel Moïse d'un voyage en Turquie à la mi-juin 2021. Les échanges ont montré une tentative d'associer le chef de gang Barbecue et son groupe au projet, mais cette piste a créé des tensions. Certains membres du complot, comme Christian Emmanuel Sanon, s'y opposent. Le plan est abandonné. On va voir plus loin que Sanon, qui était désigné pour remplacer Jovenel Moïse, va être progressivement éclipsé du projet. Les messages montrent aussi qu'après l'assassinat, certains accusés changent très rapidement leur version des faits. Très tôt, ils commencent à dire que le président était déjà mort avant l'arrivée des commandos colombiens. Une version qui est aujourd'hui au cœur de la défense et que Rodolphe Jarre a sérieusement mise à mal. Pour les procureurs américains, c'est clair, ils tentent de se protéger. Un élément particulièrement troublant apparaît aussi dans les échanges. À 1h58 du matin, soit quelques minutes après l'attaque, une photo du cadavre de Jovenel Moïse est envoyée depuis un mystérieux téléphone que les enquêteurs n'ont pas encore réussi à identifier. Sur cette photo, on voit le président allongé près de son lit, criblé de balles. Cela signifie qu'au moment même de l'assassinat, certains membres du réseau avaient déjà accès à la scène, contrairement à ce qu'a raconté Edwin Andrés Blanquisset, l'un des membres du commando colombien accusé d'avoir exécuté le plan. Je vous renvoie à notre première vidéo du procès. Les enquêteurs ont également retrouvé des notes vocales et même des projets de contrats d'infrastructure. Selon les procureurs, ces documents sont essentiels. Pourquoi ? Parce qu'ils montrent que les accusés ne cherchaient pas seulement à renverser le pouvoir, ils espéraient ensuite obtenir des contrats lucratifs avec un futur gouvernement une fois Jovenel Moïse éliminé, ce qui sera ensuite confirmé par le témoignage de Rodolphe Jarre.
Il faut savoir que ces documents ont été partagés entre les accusés et les mercenaires colombiens et un réseau plus large de complices dont certains à ce jour n'ont jamais été inculpés. Les messages échangés entre les suspects montrent la panique qui règne au sein du groupe quelques heures après l'assassinat du président. Walter Ventimiglia reconnaît que l'opération est un échec. Il envoie un texto « On a échoué ». De son côté, James Solage essaie désespérément de joindre l'ancien informateur du FBI, le Colombien Arcángel Pretel Ortiz. À 4h50 du matin, après l'assassinat du président, il lui envoie un message désespéré. « Tu avais promis de ne jamais nous abandonner ». Sur le terrain, la situation dégénère. Les policiers qui accompagnaient le groupe ont pris la fuite. Les appels restent sans réponse. Les hommes se retrouvent seuls. L'un des chefs du commando colombien, Duvernay Capador Giraldo, écrit « Nous sommes en pleine guerre ». Antonio Entriago, le patron de la société de sécurité CTU basée en Floride, envoie un SMS à Léon Charles, le chef de la police haïtienne. Il lui demande de protéger certains Américains impliqués dans l'opération et surtout d'éviter toute confrontation avec les Colombiens. Il va même encore plus loin. Il lui propose un travail dans son entreprise, ainsi qu'une protection internationale pour lui et sa famille. Rappelons tout de même que Léon Charles, qui selon Martine Moïse n'a pas répondu à l'appel au secours du président, est inculpé en Haïti dans cette affaire. Dans les échanges entre les accusés, le nom de Joseph Félix Badiou revient constamment. Il est en contact avec plusieurs accusés. C'est lui qui leur a transmis des numéros qui organisent des appels, qui poussent à conclure des accords politiques. C'est d'ailleurs lui qui aurait donné à Antonio Entriago le numéro du directeur de la police nationale, Léon Charles. Il lui a aussi transmis le numéro de téléphone de Joseph Lambert, qui était alors président du Sénat. À un moment donné, Félix Badiou propose même un deal politique. Il propose d'installer la juge Wendell Coctello comme présidente en échange de la nomination de Joseph Lambert comme Premier ministre. Mais ces négociations échouent rapidement. À ce moment, Christian Emmanuel Sanon, auparavant prévu pour prendre la place de Jovenel Moïse, est écarté du projet. Pourquoi ? Sanon, qui était censé financer l'opération, n'arrive pas à payer les mercenaires ni soutenir logistiquement le projet. Il n'arrive même pas à régler une facture d'hôtel d'environ 48 000 $ pour les Colombiens. Autre problème qui apparaît dans le profil de Sanon comme président, c'est qu'il est naturalisé américain. Donc, pour devenir président en Haïti, cela risque de poser des problèmes constitutionnels. Et puis enfin, comme on l'a vu plus haut, Sanon s'oppose à l'implication des gangs dans le coup. Donc, pour toutes ces raisons, il est progressivement mis à l'écart et retiré des groupes de discussion. Mais attention, ce n'est pas parce qu'il a été éclipsé à la fin du projet qu'il risque moins que les autres juridiquement. Il est poursuivi aux États-Unis pour complot en vue de kidnapper et tuer Jovenel Moïse. Même s'il a été progressivement écarté du projet, Christian Emmanuel Sanon reste accusé de complot. Et en droit américain, cela suffit pour risquer la prison à vie, même sans avoir participé directement à l'assassinat. Autre élément clé, les accusés affirment à plusieurs reprises dans leurs échanges qu'ils sont en contact avec le FBI et le département d'État américain. Mais pour les procureurs, ces affirmations sont fausses. Selon eux, ces liens sont exagérés et servent surtout à donner une apparence légale à une opération criminelle. La vérité, c'est que l'un des accusés, Arcángel Pretel Ortiz, acteur clé du complot, a été effectivement un informateur du FBI. Il était en contact avec un agent, mais les autorités américaines affirment clairement qu'il n'était pas autorisé à participer à ce type d'opération. Aujourd'hui, pour sa défense, il utilise son statut d'informateur du FBI pour dire qu'il pensait agir dans un cadre légal. Pour les procureurs, ces messages sont essentiels. Ils permettent de retracer la préparation du complot et de prouver l'implication directe des accusés. Mais pour la défense, ces preuves posent problème. Les avocats des accusés affirment que les procureurs n'ont pas montré l'ensemble des échanges, mais seulement une partie, une version filtrée. Autrement dit, une sélection qui irait dans le sens de l'accusation. Maintenant, le témoignage de John Joel Joseph. Le témoignage de l'ancien sénateur John Joel Joseph est crucial. Il a été condamné à la prison à vie aux États-Unis après avoir plaidé coupable dans l'assassinat de Jovenel Moïse. Après l'assassinat du président, il s'était réfugié en Jamaïque en août 2021. Il est arrêté en janvier 2022 puis extradé aux États-Unis où il a finalement décidé de plaider coupable. Il est le premier parmi ceux qui ont plaidé coupable et à avoir témoigné dans ce procès.
Il avait témoigné avant Rodolphe Jarre et Palacios. Comme pour les autres, il espère obtenir une réduction de peine. John Joel Joseph a participé aux réunions clés avant l'assassinat. Selon lui, la nuit du 6 au 7 juillet 2021, c'est James Solage qui dirige l'opération. Il donne les ordres, organise le commando et lance l'attaque. Il le décrit comme le commandant en chef qui tirait les ficelles. Jarre confirmera plus tard le rôle de leader de James Solage. Il affirme que c'est James Solage qui a donné l'ordre de tuer le président et d'incendier sa maison. John Joel Joseph se dit choqué par cette décision de tuer le président. Il dit qu'il était contre l'assassinat et qu'il voulait tout simplement la destitution de Jovenel Moïse. Après l'attaque, il reçoit un appel. On lui dit que le président est mort. Il refuse d'aider à installer un nouveau pouvoir, de mobiliser la population. Les avocats de la défense contestent son témoignage. Ils l'accusent de changer de version et de mentir pour obtenir une réduction de peine. Il rappelle que John Joel Joseph avait déjà dit au FBI que la société CTU n'était pas impliquée dans l'assassinat du président. Il nie avoir modifié sa version des faits, mais reconnaît avoir au départ dissimulé des informations par crainte pour sa vie et a insisté sur le fait qu'il disait désormais la vérité. Autre élément majeur du témoignage de l'ancien sénateur est le rôle de Joseph Félix Badiou. C'est lui qui aurait proposé un candidat pour remplacer Jovenel Moïse. C'est lui qui aurait corrompu les policiers et fourni des véhicules et de faux badges d'IA aux mercenaires pour faire croire que l'opération était approuvée par les Américains. Détail macabre, selon l'ancien sénateur, Badiou aurait suggéré de découper le corps du président, de le mettre dans un tonneau et de le jeter à la mer. Selon l'ancien sénateur, Félix Badiou aurait expliqué qu'une centaine d'agents de sécurité du Palais national étaient prêts à collaborer. Chacun aurait reçu environ $1000 pour sécuriser le palais après la chute du président et faciliter l'arrivée au pouvoir de la juge Wendell Coq-Tello. D'après lui, le chef de la sécurité présidentielle, Dimitri Hérard, était également de mèche avec Badiou. Mais malgré tout ça, John Joel Joseph soutient que ce n'était pas Badiou le chef, mais James Solage. John Joel Joseph révèle qu'il y a eu plusieurs tentatives ratées pour renverser Jovenel Moïse, parmi lesquelles une grosse manifestation planifiée par Christian Emmanuel Sanon. Ce dernier, qui était également pasteur, voulait organiser la manifestation avec les protestants qui auraient pour consigne d'entrer dans le palais et de tuer le président. Un autre plan consistait à droguer le président pendant qu'il rendait visite à sa sœur dans le quartier de Delma 75 et de lui faire signer une lettre de démission. Ce plan n'a pas abouti. John Joel Joseph a aussi parlé d'un plan d'enlèvement du président le 19 juin 2021 et qui a échoué. Ce plan visait à capturer et exiler le président à son retour d'un voyage en Turquie le 19 juin 2021. Vous avez remarqué que le nom de la juge Wendell Coq-Tello apparaît plusieurs fois dans ce dossier. La question qu'on se pose, est-ce qu'elle était impliquée dans le complot? Si oui, pourquoi a-t-elle finalement refusé d'endosser le rôle de présidente? Ou encore, est-ce que tout cela s'est fait dans son dos sans qu'elle n'ait été au courant? On se rappelle que la juge Wendell Coq-Tello a été démise de ses fonctions par Jovenel Moïse le 8 février 2021, quelques mois avant l'assassinat du président. Elle a été accusée d'avoir participé à une tentative de coup d'État contre le président le 7 février 2021. La décision de révoquer la juge a été critiquée à l'époque et jugée illégale par certains. Après l'assassinat du président, elle a fait l'objet d'un mandat d'arrêt dans le cadre de l'enquête sur cet assassinat. Mais dans la nuit du 10 au 11 janvier 2025, Coq-Tello est décédée chez elle. On n'en saura pas plus. Revenons au témoignage de John Joel Joseph. Il affirme que c'est le soir du 6 juillet que tout bascule lors de la dernière réunion organisée chez la mère de Rodolphe Jarre. Le plan change définitivement. On parle désormais de tuer le président et de brûler sa maison. L'ancien sénateur comprend que la situation a échappé à tout contrôle. Il assiste, dit-il, impuissant au départ du commando, décidé à exécuter le plan macabre. Il leur demande pourquoi tuer le président, mais personne n'a répondu. En larmes dans le tribunal, l'ancien sénateur dit n'avoir pas voulu la mort de Jovenel Moïse, mais sa destitution. Finalement, ce que révèlent ces nouveaux éléments, c'est une opération qui échappe totalement à ses auteurs. Un complot mal coordonné, des alliances fragiles, des trahisons. Certains ont déjà plaidé coupables et balancent les autres. Chacun pour soi et une panique générale après l'assassinat du président. Mais une question reste entière. Qui contrôlait vraiment cette opération ?
On attend la suite. Voilà tout ce qu'on peut dire pour l'instant de ce procès qui, je le rappelle, se poursuit actuellement en Floride et devrait normalement durer encore quelques semaines. Dites-nous en commentaire ce que ces nouveaux éléments vous inspirent. Merci pour votre attention. À bientôt pour le prochain décryptage de ce procès hors norme. Au revoir.